Oui, mais à vous entendre, il y a de l'espoir. Beaucoup d'espoir. Avec ce code de l'environnement, il est bien évident que bientôt nous allons assister, ou alors les agressions que nous constatons au niveau de nos cours d'eau, les agressions que nous constatons avec notre biodiversité, sera un lointain passé. Parce que si on s'en tient donc à l'orpaillage clandestin. Oui, un lointain passé, nous le souhaitons tous. C'est pour cela que le code met l'accent sur un facteur important qui est l'éducation environnementale. Ah, très bien. Et c'était mon point d'interrogation. C'est un élément... Aux populations. C'est-à-dire la sensibilisation, oui, la disponibilité de l'information, les solutions pour agir et le comportement quotidien de chaque citoyen face à une denrée qui devient de plus en plus rare. Professeur. Et cette denrée-là, c'est l'environnement qui est le socle du bien-être de chaque citoyen. Professeur. Donc, pour y arriver, oui, il faut que chaque citoyen s'approprie la question environnementale et change sa manière de se comporter vis-à-vis de l'environnement, de sorte à ce que cette espérance que nous voulons tous soit réalisable. Professeur, écoutez-moi. Je vous écoute. Alors, c'est bon de le dire ainsi, et on voit un peu la foule qui vous environne et tout, mais en même temps, la réalité sur le terrain est tout autre. Souvent tout autre. Et souvent tout autre, parce que les lois sont prises, les dispositions sont prises, mais cela n'impacte peut-être pas vraiment le citoyen lambda. Christelle, je prends un cas pratique pour étayer ce que vous dites. Oui, je vous en prie. On prend par exemple la ville d'Abidjan, ça c'est une question de pollution atmosphérique. Il y a plus de 7 cimenteries, je ne vais pas les citer ici, vous les connaissez, qui sont là, on sait qu'il y a des particules, par exemple le clinker qui est dans le ciment, qui polluent les populations et autres, au-delà de diverses pathologies dont on ne sait pas souvent d'où ça vient. Est-ce que les questions, le code de l'environnement prévoit tous ces mécanismes et comment est-ce que, avec ces mécanismes de sanctions et autres, vous arrivez à arrêter l'activité de ces pollueurs-là avec qui on vit à Abidjan? Ok. C'est extrêmement important la question que vous soulevez. Vous savez, les industries se sont installées, il y a ceux qui sont installés avant le premier code 96, et puis on a une urbanisation qui vient généralement vers ces milieux et on se retrouve dans une situation un peu complexe. Mais cette complexité-là, nous avons la solution. Laquelle? La solution, c'est que le SIAPOL a pour mission essentielle de s'assurer que les entreprises qui ont pris l'engagement de mettre en œuvre un certain nombre de dispositions pour ne pas que leurs activités aient un impact négatif sur l'environnement. Et lorsque ce n'est pas fait, on se réfère au code. Le ministre Adivo, lorsqu'il s'agit des questions des huileries, j'en viendrai aux cimenteries, on a fermé 11 huileries. Oui, puisque souvent on dit, bon, si on ferme, il n'y aura pas d'emploi, ça va. Non, le ministre a été clair. On ne peut pas mettre la santé des populations... On ne peut pas transiger avec la vie des gens, c'est pas possible. Merci, on ne peut pas transiger avec la vie des gens. D'où la nécessité d'appliquer de façon ferme et rigoureuse le code. Revenons maintenant aux cimenteries. Aux cimenteries, il y a eu des mises en demeure pour les cas que vous venez d'évoquer. Je confirme. Et les entreprises ont été convoquées de sorte à prendre les dispositions de façon progressive, à réduire au maximum leur impact constaté à travers les inspections réalisées par le SIAPOL. Lorsque on vous a mis une mise en demeure, on vous donne un agenda de façon consensuelle, de sorte à ce que vous respectez. Si vous ne respectez pas dans le délai, généralement c'est de 1 à 3 mois, alors une autre vérification va s'imposer au SIAPOL par rapport à cette prescription de mise en demeure. Et en ce moment-là, le ministre n'a qu'à appliquer le code. C'est la fermeture. Quelles que soient les autres conséquences qui en viendront. Et pourquoi les installer là, au lieu de... pourquoi ne pas les délocaliser du moment où... Oui. Mais vous savez, l'État de Côte d'Ivoire est un État de prévision. Vous avez vu les zones industrielles. Mais vous savez, quand une entreprise s'installe, le déménagement est progressif. C'est-à-dire que ça fait partie de leur agenda. Mais pourquoi la laisser s'installer sur un territoire, une zone où on sait qu'elle va polluer, quand on connaît la nature justement de l'entreprise?
Non, on ne les a c'est pas vrai que c'est pas installés. vous. Non, je voulais m'aider le professeur parce Oui. que vous aviez répondu, mais peut-être qu'on n'a pas trop fait attention. Oui, d'accord. Le professeur a dit qu'il y a des industries qui se sont installées avant et les habitations se sont rapprochées de ces industries. Ça peut être le cas. Même les zones industrielles qu'on va construire demain, il peut y avoir des habitants dans la zone qui peuvent Non, venir il- après. Oui, mais les zones. Donc, Élysée, ça porte il y a à quand débat. même. Ça, vous savez, on Non, tient compte. C'est ce qu'on appelle les leçons apprises. Ça porte C'est-à-dire à dans débat. les ordres industriels, Si, ça porte à débat. vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'évaluation environnementale stratégique qui est faite et qui est prévue par le Code, de sorte que ce type d'impact-là serait beaucoup plus faible que ce Professeur, qu'on a observé On va aller aujourd'hui. tout doucement pour bien comprendre.